La forteresse s'écroule. Avdivka, symbole de résistance en Ukraine, à l'est du pays, est sur le point de tomber entre les mains des Russes. La ville subit les assauts de la Russie depuis le mois d'octobre avec des centaines de blindés, des milliers d'hommes. Elle résistait jusque-là, mais la situation est telle que certains se demandent s'il n'est pas temps d'abandonner la ville. Pour en parler, je suis toujours accompagnée des meilleurs spécialistes. Arlette Chabot, éditorialiste politique, Général Chauvency, consultant géopolitique LCI, Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou, et Vincent Crouzet, expert en renseignement. Merci à tous d'être avec nous. Général, est-ce que ça y est, il est temps d'abandonner cette ville qui lutte depuis déjà plusieurs mois, Avdivka? Je ne sais pas s'il est temps, mais tous les rapports qui nous sont apportés montrent à l'évidence que Avdivka commence à être complètement encerclée. Quand vous regardez la partie ouest sur toutes les cartes que nous avons, vous avez qu'à à peine 5 km finalement entre le nord et le sud, avec une seule route. Ce qui veut dire que les 3 à 5 brigades qui ont été identifiées dans la zone, si jamais cette route est coupée, elle est déjà sous le feu. D'ailleurs, je crois que Charline l'a dit, elle est sous le feu. Ça veut dire que Charline dans un instant. Ces brigades ne pourront plus partir sans perte. C'est une réalité. Maintenant, la pression, elle est réelle, parce que les comptes rendus arrivent. On voit bien que les Russes avancent. Ça fait des mois et des mois qu'ils luttent pour cette ville, pour la prendre, dans la mesure où c'est une ville extrêmement bien fortifiée. Et l'intérêt, il est assez clair. C'est un but stratégique aujourd'hui, pas uniquement politique ou symbolique. Il est avant tout militaire, dans la mesure où il fait partie d'un ensemble de défense qui a été mis en place depuis 2014. Donc si cette ville-là est prise, d'une part, la ligne de défense bien construite depuis des années est affaiblie. De l'autre côté, ça permet aux Russes finalement d'éviter une épine dans leur dispositif et enfin d'éviter que la ville de Donetsk soit prise sous le feu d'Avdivka, qui est en gros 15 km au nord. Vincent Crouzet, ce qui se passe à Avdivka nous rappelle évidemment ce qui s'est passé aussi à Bakhmout, où il y a des milliers d'hommes qui ont perdu la vie, où on a perdu beaucoup de matériel, et finalement pour un retrait de l'armée ukrainienne. Est-ce que l'armée ukrainienne devrait aussi apprendre peut-être de cette expérience-là pour se dire là, il est temps de partir et de ne pas perdre plus d'hommes? Oui, François a raison, c'est peut-être un peu trop tard d'ailleurs pour partir, parce qu'effectivement déjà énormément d'éléments sont peut-être pris au piège. Mais en fait, je retournerai le titre. En fait, le titre, je me mettrai plutôt Avdivka. Le piège ukrainien a bien fonctionné, parce qu'en fait, depuis maintenant la mi-octobre, les forces armées ukrainiennes en fait ont fixé l'offensive russe sur ce point-là et ont obligé la Russie à dépenser énormément en termes de matériel et malheureusement de pertes humaines, parce qu'il faut penser quand même à tous ces gamins qui ont perdu la vie de manière absurde à Avdivka. Et en fait, les Ukrainiens finalement ont réussi à concentrer l'effort russe sur ce point-là. Alors il y a une chose très juste que vient de dire François et qu'on oublie en fait, il faut avoir une double lecture d'Avdivka, c'est que en fait les Russes étaient quasiment en position défensive sur ce point-là, puisqu'effectivement avec Donetsk à 15 km et même l'aéroport de Donetsk qui était à 12 km en fait d'Avdivka, ils ont senti fin septembre début octobre une réelle menace en fait sur ce point-là, et en fait leur offensive était surtout destinée à défendre Donetsk. Alors les Russes ont affirmé ces dernières heures occuper 20% du territoire. Alors c'est compliqué d'y voir clair parce qu'on a à la fois les déclarations des Russes et des Ukrainiens, mais ce qui est sûr c'est que dans la foulée le maire d'Avdivka lui a réagi. Il a concédé des difficultés, mais il a dit c'est absolument faux. Les Russes n'occupent pas 20% du territoire. Écoutez-le. L'ennemi attaque en ce moment même la ville avec des forces très importantes. Ces derniers jours, cela s'est beaucoup intensifié. Des saboteurs tentent d'entrer dans la ville. Beaucoup d'hommes d'infanterie se dirigent vers la ville. Il y a des endroits où ils donnent leur maximum. Concernant le fait que 18% de la ville serait occupée, eh bien, il faut poser la question aux personnes qui diffusent ces informations et qui ne sont jamais allées à Avdivka. C'est totalement faux. Claude Blanche-Maison, on sait que Vladimir Poutine se l'est promis. Il lui faut une victoire dans cette ville et notamment à l'approche des élections présidentielles. Est-ce que les Ukrainiens vont peut-être pas y couper à cette défaite? Sur la situation militaire, moi je m'en remets évidemment aux militaires. C'est difficile d'apprécier. On a déjà eu tous ces débats à l'époque où on discutait avec Bakhmout. Ça a duré des mois et en plus il y avait Prigojine qui voulait se mêler de cette affaire-là. Mais vous qui
avez été ambassadeur de France en Russie. Quand Vladimir Poutine a une idée en tête, quand il en fait une obsession comme ça, est-ce que finalement ça sert à quelque chose de lutter encore pendant des mois ? Bien sûr, pour aller contre son idée. Bien sûr qu'il veut, ça a été dit, c'est tellement proche de Donetsk et de l'aéroport de Donetsk surtout. Pour lui, c'est tout à fait stratégique. En plus, il veut une victoire, et là, il l'a peut-être à portée de la main. Mais c'est vrai que sur un plan politique, ça sera triste le jour où Avdiïvka tombera dans l'escarcelle russe, parce que ça voudra dire à nouveau un recul ukrainien. Et c'est très mauvais, parce que derrière tout ça, il y a quand même l'idée à laquelle tout le discours de Poutine essaie de nous accoutumer, c'est-à-dire l'idée d'une partition de l'Ukraine. On coupe l'Ukraine en deux. Moi, je suis désolé, mais je ne résoudrai jamais, dans le fond de moi-même, à cette solution. On va aller poser la question à nos envoyés spéciaux qui sont sur place. Bonjour Charlie Nurel et Camille Souhaut. Merci d'être avec nous. Vous avez passé l'après-midi dans les environs d'Avdiïvka. Quel est votre sentiment à vous ? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est terminé pour les Ukrainiens ? C'est extrêmement compliqué pour les Ukrainiens. Nous étions notamment dans la partie nord-est d'Avdiïvka, sur les flancs nord. Et là, eh bien, en fait, ce qu'on nous disait, les soldats nous disaient, vous pouvez plus avancer parce que nos troupes sont déjà en train d'opérer un premier retrait à ce niveau-là. Alors ensuite, on leur demande comment c'est à Avdiïvka même. Et ce qu'ils nous racontent est assez intéressant. Là où c'est très très dangereux, c'est vraiment aux alentours d'Avdiïvka. Quelque part, on est presque plus en sécurité, si on pouvait dire ça, dans Avdiïvka. Ce qu'il faut comprendre quand il nous explique cela, c'est que c'est la route de ravitaillement qui est constamment prise sous le feu, avec cette poussée russe sur les villages qui sont aux alentours d'Avdiïvka. On était aussi avec une équipe d'évacuation de médics qui vont sur la première ligne prendre les soldats blessés. Beaucoup plus de blessés qui arrivent ces derniers jours. Impossible de donner un chiffre, mais des personnes qui nous disaient on a rarement vu cela. Et puis d'autres soldats aussi qui combattaient à Bakhmout au nombre de 5 différents dans des villages différents, et qui nous ont dit c'est pire que Bakhmout, pire, prononcé 3 fois à chaque fois. Et ils nous disent le plus gros problème, c'est que nous avons un cruel manque de munitions. Nous ne l'avions même pas autant à Bakhmout. Et le deuxième problème, c'est la logistique. Il n'y a plus aucune logistique parce que cette route de ravitaillement est impossible à prendre. Donc les Ukrainiens qui disent en effet, on ne voit pas les choses s'améliorer dans ce sens. Et donc c'est du mot de l'enfer en fait qu'ils qualifient la situation dans les alentours d'Avdiïvka. Merci beaucoup Charlie Nurel et Camille Souhaut en direct des environs d'Avdiïvka. Merci. Bonjour à vous si vous nous rejoignez. On est en train de parler d'Avdiïvka, cette ville à l'est de l'Ukraine, ville forteresse qui est en train de tomber entre les mains des Russes et que les Russes tentent de prendre depuis déjà le mois d'octobre. Général, on entendait Charlie Nurel nous parler de la situation sur place. Elle a employé un mot fort. Elle a dit que les soldats sur place disaient que c'était pire que Bakhmout. Jamais on n'aurait pu imaginer ça. Non, mais d'un autre côté, quand on voit les moyens qui ont été mis en place par les Russes, des fortifications dont nous parlions tout à l'heure pour Avdiïvka, ça fait 8 ans de fortification, donc des gens parfaitement bien en position de défense, tuant certainement beaucoup de Russes. Mais d'un autre côté, comme les Russes le savent, ils utilisent au maximum leur artillerie, puisque c'est intéressant aussi ce qui a été dit, c'est le manque d'obus, de munitions pour riposter. Ce qui fait qu'à un moment, quand vous ne pouvez pas riposter, faire de la contre-batterie, comme on dit, c'est-à-dire détruire les canons adverses, il y a un moment, vous ne faites que subir et recevoir. Et puis, il y a quand même effectivement un débordement par le nord-ouest et le sud-ouest de la ville, notamment vers la coquerie au nord, où il s'agit effectivement de la prendre. Ils ne l'ont pas encore prise. Et puis, vous avez cette ligne de communication. Dès lors que vous n'avez plus de logistique, ça veut dire aussi, vous n'évacuez plus les blessés. Vous n'apportez plus de renforts, vous n'apportez plus de munitions, vous n'apportez plus d'alimentation, plus la pression, et à un moment, il faut partir. Et ce qui a été très bien dit pour terminer, c'est que nous sommes bien dans le retrait, ce n'est pas une débandade, c'est un retrait organisé. Et il y a encore une ligne qui tient, pendant ce temps, il y a des unités qui s'en vont, et ainsi de suite. Vous voyez, de l'avant vers l'arrière, au fur et à mesure, on se remplace pour toujours garder le contact avec l'ennemi, pour éviter qu'il puisse en profiter et sauver le maximum de monde et de matériel. Arlette Chabot, l'Ukraine va entrer dans sa 3e année de guerre. Au-delà des enjeux stratégiques, le symbole est terrible de perdre à nouveau une ville du Donbass à l'aube d'une 3e année de guerre pour Volodymyr Zelensky. C'est sûr que Vladimir Poutine sera plus content d'apporter cette victoire
entre guillemets, après Bakhmout, que Zelensky. Et en plus, c'est l'arrivée du nouveau chef d'état-major qui, effectivement, va commencer à faire ses débuts en tant que chef d'état-major, puisque justement, il était à Bakhmout, après ce retrait ou ce repli en bon ordre, comme le dit le général. Donc évidemment, c'est pas très agréable. En même temps, on se souvient que Bakhmout, c'était effectivement le début du conflit entre le désaccord entre Zaloujny et le président Zelensky. Zelensky, c'est aussi des choix politiques. C'est des décisions militaires, mais c'est aussi des choix politiques. Le choix politique était notamment, effectivement, Prigojine et Bakhmout, c'était en phase de tenir le plus longtemps possible. C'est coûteux en hommes, et au bout du compte, si pour effectivement il faut se replier et prendre la décision, il vaut mieux effectivement le faire avant. Je pense que la leçon a été quand même tirée à un moment où effectivement il y a pénurie de munitions et débat qui n'est pas terminé sur la mobilisation et la nécessité de faire venir d'autres hommes sur le terrain. Et franchement, avec ce qui se passe, la dureté des combats, susciter des vocations patriotiques, c'est quand même compliqué pour aller à ce qui est, je déteste cette expression, on avait dit le hachoir à viande, c'est immondissime, mais comment voulez-vous susciter des envies effectivement pour des jeunes d'aller s'engager alors qu'ils savent que effectivement les combats sont terribles. C'est dans ce contexte très compliqué pour l'Ukraine que l'on a appris tout à l'heure, il y a quelques minutes, qu'Emmanuel Macron s'était entretenu par téléphone avec Volodymyr Zelensky. Ils ont discuté de la situation sur le front et des besoins de l'Ukraine. Claude Blanche-Maison, je voudrais vous faire réagir justement sur les précisions qu'a apporté le président ukrainien. Il dit que les besoins de défense de l'Ukraine comprennent des drones, de l'artillerie, des munitions, la guerre électronique et les systèmes de défense aérienne allant du portable aux longues portées. Là, c'est urgent. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'une aide supplémentaire pour l'Ukraine. Emmanuel Macron était au téléphone il y a quelques instants avec Volodymyr Zelensky et on le voit sur le terrain, il y a urgence. Alors, pour être concret, sur la Syrie, c'est la France qui est chef de file sur le secteur artillerie. Donc Macron a dû expliquer, j'imagine, au président Zelensky ce qu'il comptait faire en tant que chef de file pour, en effet, donner le plus possible d'artillerie, à la fois de canons et de munitions à l'Ukraine. Et puis sur les autres sujets, eh bien évidemment, ils se retournent vers nos partenaires de l'Union européenne d'une part, et nos partenaires de Rammstein d'autre part, parce que c'est même pas l'OTAN qui coordonne ce que font les différents pays sur le plan militaire. C'est un système interétatique qui se tient sur une base de l'OTAN à Rammstein, mais ça n'est pas l'OTAN en tant que tel. C'est présidé par le secrétaire à la défense américain et pas par le secrétaire général de l'OTAN. Donc tous ces raffinements qui veulent dire que les États veulent garder le contrôle très étroit de l'armement qu'ils envoient à l'Ukraine nécessitent sans doute, en effet, que Macron prenne à ce stade une initiative, puisque les choses ont été clarifiées sur le plan ukrainien. Maintenant, il y a un nouveau commandant en chef, qui d'ailleurs a démontré hier avec Zaloujny et Zelensky qu'il y avait une bonne entente et un bon passage des consignes entre eux. Maintenant que ce passage est derrière nous, je crois qu'il faut en effet que les Européens reprennent une initiative en attendant de voir ce qui se passe au Sénat américain. Arlette Chabot, un mot sur cette discussion entre Zelensky et Macron. On sait que les deux hommes se discutent ensemble très régulièrement et Emmanuel Macron doit aller prochainement aussi en Ukraine. On ne sait pas si effectivement on a parlé d'un voyage au mois de février. Ce qui est sûr, c'est que le président de la République avait confirmé les aides, l'envoi de missiles à l'Ukraine. Il avait même dit dans sa conférence de presse, effectivement, c'est toujours la même formule. La Russie ne doit même penser qu'elle peut gagner. Alors évidemment, quand on a entendu Vladimir Poutine, il n'est pas dans cet état d'esprit. Et avec l'envoi des armes, vous vous souvenez des polémiques, des fausses informations sur les mercenaires français et en fait des humanitaires qui ont été tués dans une attaque russe avec convocation de l'ambassadeur de Russie à Paris au Quai d'Orsay pour des explications. Donc il y a les relations avec la Russie sont légèrement et plus que légèrement tendues, si tant est qu'il y ait des relations. Et en revanche, avec l'Ukraine, il y a effectivement surtout la volonté de signer un partenariat. C'est ce qu'ont fait les Britanniques, qui ont signé un partenariat longue durée, donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'engagement sur le long terme, un partenariat entre la France et l'Ukraine
comme il y a un partenariat entre l'Union européenne et l'Ukraine, ça veut dire qu'il y a un engagement pour le long terme, jusque nécessaire, on pourrait dire, entre la France et l'Ukraine. Quant à la visite, on va voir si effectivement, on ne donne jamais les dates, mais elle devait avoir lieu autour du mi-février, donc ce n'est pas impossible qu'il ait lieu dans les jours qui viennent. Ça pourrait être imminent.